Bon, désolé pour cette absence claire d'introduction, mais j'avais pas vraiment d'idée, donc autant sauter directement les pieds dans le plat en parlant de Yozakura Family et d'abord en présentant le manga. Mission Yozakura Family, c'est une œuvre d'Itsuji Gondaira qui a débuté dans le Weekly Shonen Jump à la fin du mois d'août 2019, dans un contexte qui était très particulier pour le plus célèbre des magazines de prépublication. 2019 pour le Shonen Jump, c'est une bonne grosse année de merde, en tout cas une année qui est au global en demi-teinte. Certes, d'un côté, Demon Slayer commençait à prendre en otage le PIB du Japon, mais de l'autre, le Jump n'arrivait pas à renouveler efficacement son catalogue. Car côté nouveauté, quasiment tout ce que le Jump a lancé en cette année 2019 a complètement floppé et a pris fin en moins d'un an de prépublication. Encore aujourd'hui, seuls 2 mangas que le Shonen Jump a lancés en 2019 sont encore en cours. Chainsaw Man, qu'on connaît tous aujourd'hui et qui a été transféré dans le Jump Plus fin 2021, et ce fameux Mission Yozakura Family. Le plus gros symbole de cette grosse année flop, c'est Samurai 8, le nouveau manga de l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, qui est devenu le Chosen One pour Shueisha, qui a absolument tout fait pour le pousser. Premier chapitre plus long que les précédents, beaucoup de pages couleurs, une énorme promo au Japon, sorti des 2 premiers tomes en même temps, et au final, ça a été l'un des plus gros flops qu'a sorti le Jump sur ces dernières années. Pas forcément le plus gros flop d'un point de vue chiffre pur, ça faisait un certain chiffre, Samurai 8, mais globalement, quand Shueisha pose autant un truc, il s'en donnait un plus qu'un manga qui vend environ 10 000 copies en première semaine, ce qui fait que Samurai 8 c'est limite mieux vendu en France qu'au Japon, pour dire à quel point c'était vraiment pas ouf. Et donc du coup, au moment où commence Mission Yozakura Family, à cette fameuse fin de mois d'août 2019, eh bien on sent que l'année 2019 c'est pas un très grand cru pour le Shonen Jump. Même Chainsaw Man au départ, ça a commencé assez timidement à s'imposer, et ça a scruté un peu les fins de classement avant que le tome 1 ne sorte et soit en rupture de stock très vite. Et surtout, on s'attend à ce que Yozakura perpétue cette année de merde, parce qu'au départ, Itsuji Gondaira a créé un manga qui n'a absolument rien pour réussir. Déjà, son auteur est un illustre inconnu au bataillon. Fin 2019, au moment où commence Yozakura Family, il n'a à son palmarès qu'un one-shot, Genjui Toteku, avec lequel il gagnera la 10e Golden Future Cup, qu'on renomme entre nous la Golden Flopper Cup, parce qu'elle ne sort que des flops, ce qui lui permettra de débuter une série dans le Jump début 2017, nommée Poro no Yukakuki, qui sera annulée au bout de 4 mois. Vous avez dit que ça faisait que des flops la Golden Future. Donc bref, on a vu mieux comme début de carrière pour un mangaka, un one-shot d'un prix qui ne semble pas marcher, et un flop qui durera moins de 20 chapitres, ce qui est très peu pour des mangas actuels dans le Weekly Shonen Jump. Et donc, Gondaira revient fin août 2019 dans le Shonen Jump, il a alors 27 ans, et il lance ce fameux Mission Yozakura Family. Et comme ce qu'on pouvait s'attendre, les débuts du manga vont être très compliqués, au point qu'il sera mis en concurrence avec celui qui a commencé, je crois, juste avant ou juste après lui, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, Mitama Security Ghostbusters, un truc comme ça, qui était lui aussi un manga un peu plus comique, donc bref, clairement quand t'es mis en concurrence avec un gag manga, quand t'as déjà lancé pas mal de gag manga, et qu'en plus derrière t'as du Robocon qui arrive, c'est vraiment que tes débuts sont pas ouf. Les classements au départ, ça va être, ni transcendant ni catastrophique, mais bon, ça c'est un peu à l'image de la vie commerciale de Mission Yozakura, jamais transcendant mais toujours stable. Et côté vente, ce sera un peu mieux avec un tome 1 qui vendra 14 000 copies en 3 jours début 2020, mais le gros problème de Yozakura, c'est qu'il a du mal à progresser. Encore aujourd'hui, il progresse petit à petit, au point qu'il arrive gentiment à taper du 50K, 45K, mais le problème, c'est qu'il progresse très lentement, et au début, les ventes seront stables, tellement stables qu'on pensait qu'il recrutait pas de lecteurs, et qu'il semblait à nouveau en danger dès qu'il piquait un peu une tête au fond du classement du Shonen Jump. Mais pourtant, Mission Yozakura Family a su continuer à progresser, à se stabiliser, et à garder, à fidéliser sa base de lecteurs, ce qui amène au stade où a été annoncé à la dernière Jump Festa un animé prévu pour 2024 et qui sera réalisé par le studio Silverlink. Chez nous, c'est Kana qui gère la publication depuis maintenant mars 2021 et qui s'occupe même d'un simultrad sur Manga Plus depuis septembre de la même année, ce qui fait que Yozakura est l'un des 10 mangas qui est chargé de mettre en avant le service de simultrad de Shueisha en Occident, en tout cas chez nous. Actuellement 11 tomes sont sortis et le manga totalise 1 500 000 copies en circulation en 15 tomes dans le monde. Après, je suis pas sûr que ça change grand chose qu'on incluse ou pas le monde. Je sais qu'on a vu qu'en France le manga est un joli petit succès, c'est l'un des meilleurs démarrages de Kana en 2021. Mais après, j'ai eu des échos d'une publication en Italie, aux USA c'est publié uniquement en format digital, et après le reste, j'ai clairement pas cherché assez longtemps, surtout que c'était pas le but premier de cette vidéo de faire les éditions étrangères de Mission Yozakura. Globalement, Yozakura c'est donc un succès assez relatif, et contrairement à un Dead Luck qui est un peu dans la même case, mais qui a pour lui le succès critique, Yozakura n'a pas ça, il a vécu sa petite vie tranquille, il continue à avancer, certes il a un animé qui arrive, mais franchement vu le début du manga, je doute
que l'anime fasse un gros boost de zinzin, mais aujourd'hui, Mission Yuzakura, ça reste, quoi qu'on dise, une valeur sûre du Shonen Jump. Déjà, certes ça progresse lentement, mais surtout ça ne perd pas de lecteur par rapport à un Dead Unlock ou un Mashle qui casse tellement de peu cassés qui peuvent commencer à concurrencer Link. Et surtout, Shueisha commence à compter dessus. On a vu l'anime qui arrive, il y a des sondages de popularité, on va en reparler. Et donc du coup, pour que le public soit aussi fidèle, Mission Yuzakura Family, de quoi ça parle exactement ? Alors, cette vidéo est faite dans un but de spoiler le moins possible. Le but c'est quand même qu'à la fin, vous alliez lire le manga, dans la meilleure des cas, en soutenant sa publication française pour soutenir le marché français. Mais voilà, je ne spoilerai pas, donc je vais me tenir pour ce résumé au chapitre 1. Grosso modo, dans Mission Yuzakura Family, on suit Taiyo Asano, un jeune homme qui est tout à fait normal, à l'exception de plusieurs choses. Déjà, il a des cheveux rouges. C'est normal dans un manga, mais ça mérite un point d'explication. Et aussi, il a une énorme cicatrice à l'œil gauche, qui est liée à un énorme accident de voiture qu'il a subi il y a quelques années, et qui a tué toute sa famille, sauf lui. C'est vraiment la super joie. Résultat, Taiyo est traumatisé par cet événement, comme chaque personne censée, et développe une grande anxiété sociale vis-à-vis de n'importe qui, à l'exception d'une personne. Cette personne, c'est Mutsume Yuzakura, son ami d'enfance, avec qui il parvient à interagir normalement. Cependant, il va un jour se retrouver embarqué dans l'espionnage, dans le monde de l'espionnage, via Mutsumi, qui est en réalité l'héritière et la future 10e chef de la famille Yuzakura. L'une des plus grandes familles et l'un des plus grands clans de l'espionnage mondial, et Taiyo sera propulsé du rang de lycéen complètement asocial à celui d'époux de la chef de l'un des plus grands de la pègre mondiale. Voilà, grosso modo, à quoi ressemble le synopsis de Mission Yuzakura Family. Et je pense que certains ont peut-être capté une ressemblance avec une autre œuvre. Allez, écoutez, ça va être très simple. Un manga sur un écolier, un lycéen ou un collégien, qui se retrouve lié à une organisation criminelle à cause d'une de ses connaissances familiales, et qui devra combattre d'autres organisations qui se mélangent au monde de tous les jours, mais qui ont leur propre société secrète. Dit comme ça, Mission Yuzakura Family ressemble à un pseudo Katekyo Hitman Reborn. Et si c'est bien évidemment faux, c'est pas juste un plagiat de Reborn, on peut pas nier qu'il y a une ressemblance sur certains domaines au point où j'appellerais volontiers Mission Yuzakura Family le meilleur héritier de Katekyo Hitman Reborn. D'ailleurs c'est ce que j'ai marqué sur la miniature, j'ai marqué que c'était le nouveau Reborn. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Katekyo Hitman Reborn, c'est un manga signé Akira Amano qui traite de la mafia où un gosse japonais de 14 ans va se faire tirer dessus par un bébé italien pour qu'il se balade en slibard dans son lycée et régler différents problèmes. Bien évidemment ça évolue au fur et à mesure, mais au début c'est ça, c'est un mec qui se fait tirer dessus et qui se balade en slibard avec une flamme sur la tronche. Après, quand je dis Kitsuji Gondaira s'est inspiré de Reborn pour faire son manga, ce n'est absolument pas dans un but péjoratif. Yuzakura Family, c'est tout sauf un reskin de Reborn, il y a quelques inspirations, mais on peut expliquer et légitimiser ça en disant que Reborn c'est une œuvre de l'enfance d'Itsuji Gondaira. Et c'est tout à fait possible. Itsuji Gondaira est né en 1992, et il avait donc 12 ans au moment où le tome 1 de Reborn sortait au Japon. Il avait donc 14 ans au début de l'anime, et la vingtaine au moment où le tome 42 est sorti. C'est donc tout à fait possible d'imaginer qu'il ait passé son collège et ou son lycée à lire ou regarder Katekyo Hitman Reborn. Ou les deux. Après, il n'a pas donné d'interview, donc on peut pas vraiment se faire une idée claire sur son inspiration. Mais là où c'est intéressant, c'est que le parallèle entre Katekyo Hitman Reborn et Mission Yuzakura Family peut être poussé bien plus loin que le synopsis, et que de faire une blague sur LOL Taiyo, on dirait un Tsunaki Eru. Déjà, on a le succès commercial, à la base je voulais faire une grosse partie sur ça, mais ça s'intégrait très mal à la vidéo donc je l'ai coupé, mais retenez que globalement c'est un peu les deux mangas de leur génération qui ont le moins de lumière sur eux actuellement. Après faut dire que quand tu nais en même temps que d'un côté, que de Death Note et de l'autre de Chainsaw Man, c'est compliqué de te faire une place au soleil, c'est sûr. Mais surtout, c'est qu'on retrouve cette ressemblance au point des schémas narratifs et des registres littéraires. Et on va passer un grand moment à expliquer ça, parce que déjà, ça me fait parler de Reborn et j'adore Reborn, et de l'autre, parce que c'est un point qui est central de l'intrigue de la construction de Mission Yuzakura Family, et qui mérite donc d'avoir son focus dans une vidéo de ce genre. Donc, ce parallèle entre Reborn et Yuzakura Family se fait surtout quand on compare leur introduction, leur point de départ. Et plus particulièrement, ça se fait quand on s'intéresse à leur registre littéraire et à leur ton, avec ce dernier qui bascule peu à peu d'un ton comique vers un ton bien plus sérieux, et des registres littéraires qui passent peu à peu du comique vers de l'épique et du fantastique. Cependant, la différence se trouve dans la manière de faire ce changement, et surtout l'utilisation qui va en être faite.
de ce changement. Pour Reborn, l'œuvre débute en jouant à fond la carte de l'humour. Chaque chapitre est indépendant, et ce n'est qu'au chapitre 62, soit dans le tome 8, que le premier véritable arc, l'arc Kokuyo, débute et laisse entrevoir un début de changement de ton. Reborn n'abandonne pas immédiatement son aspect comique, mais on sent la transition vers un côté serious business bien ancré, et surtout le fait que cette transition est inéluctable, et que chaque passage sérieux est un pas de plus vers une ambiance plus sombre. Sur ce point, Reborn est comparable à un Dragon Ball, qui lui aussi va peu à peu abandonner son aspect comique pour basculer de l'arc Piccolo Daimao dans un serious business qui deviendra la norme de l'œuvre. Mission Yuzakura Family ne joue pas sur ce terrain, en utilisant ces passages afin de renforcer le lien qui unit chacun des protagonistes, et donc en ne les laissant jamais définitivement derrière eux, ces passages comiques, en composant avec encore et encore, et ce encore aujourd'hui alors que le manga approche des 3 ans et demi d'existence. Ainsi, Mission Yuzakura rebascule la volonté dans le comique afin d'illustrer le développement de ses personnages, et donc c'est fait volontairement pour desservir la narration, qui aura donc moins à expliciter lors des passages d'action, et qui pourra donc laisser plus de place au spectacle. C'est pas pour rien si chaque arc ou presque est suivi par plusieurs chapitres bien plus comiques, ça a plusieurs rôles en volonté. Déjà, c'est fait pour faire redescendre la tension dramatique de manière assez simple, à savoir, faire des chapitres au ton bien plus léger. C'est con comme la lune, mais ça marche en vrai. Fait baisser la tension dramatique d'un coup, et même le lecteur ne s'en remarque même pas. Mais aussi, c'est fait pour rendre compte des développements des personnages, pour les imaginer, les expliciter, et les faire comprendre au lecteur, pour qu'il assimile clairement ce qui a changé chez les personnages. J'en ai parlé un peu avant, et j'en reparle là, et on va en reparler parce que c'est un point qui est vraiment majeur. Sur ce point, je pourrais rapprocher Mission Yuzakura Family de My Hero Academia ou d'un Persona, en élaborant un peu, dans de moindres mesures bien évidemment. My Hero Academia fait un usage assez modéré de ces alternances, qui sont assez rares, et pas vraiment exploitées à leur plein potentiel. Et surtout, Kohei Horikoshi les abandonne peu à peu, jusqu'à définitivement les laisser et les abandonner, passer l'arc My Villain Academia, alors que la fin du manga approche peu à peu. Pour Persona, c'est différent, tant au niveau de l'utilisation que des causes qui amènent ce changement. En tant que jeu vidéo qui se base sur une structure qui alterne entre du dungeon RPG et du visual novel, l'alternance de ton narratif est primordiale pour pleinement immerger le joueur. Et surtout, sur la fin des majorités des jeux Persona, le ton du dungeon RPG, donc le ton plus sérieux, prend le pas sur le ton comique pour offrir un final spectaculaire. On a ça dans quasiment tous les Persona récents. Mais on ne peut pas nier que Persona propose une formule de développement qui peut rappeler celle de Yozakura. Introduire et faire vite fait évoluer des personnages dans les arcs sérieux, et après laisser le soin aux joueurs de les développer via les social links dans les Persona 3, 4 et 5. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois lorsque sortira une très grosse vidéo, la plus grosse vidéo de ma chaîne, qui sera dédiée à l'analyse de Persona 5. Je ferai pareil aussi dans un certain temps sur Persona 4, 3, 2 et 1, voire les Shin Megami Tensei. Et au moment de faire le bilan de ces deux méthodes de transformation de ton, d'un côté la méthode Reborn Dragon Ball et de l'autre la méthode Yozakura, même machin, un peu Persona, bref, pour reprendre les exemples que j'ai évoqués, eh bien, je trouve la méthode Kayozakura bien plus efficace. Déjà, d'un point de vue slice of life pur, diluer ces passages et les rend bien plus digestes. Et certes, ils sont très nombreux au début du manga, mais par la suite, ils agissent en tant que bouffées d'air frais entre deux arcs qui ont souvent une tendance dramatique de plus en plus élevée, pour suivre le concept de climax d'être plus haut que le précédent. Et en plus de ça, vu que ces slice of life interviennent après chaque arc, durant lesquels les personnages ont évolué, ça permet de varier les situations au fur et à mesure que le casting se renforce, et que les situations des personnages et leurs relations évoluent, se développent, voire même parfois se cassent suivant ce qui s'est passé. Diluer ainsi les chapitres slice of life les rend en eux-mêmes plus intéressants parce que ça évite la redondance. Et d'un point de vue écriture pure, on tient clairement l'un des meilleurs moyens pour juste montrer à quel point un personnage a changé depuis son introduction, sans avoir à l'expliciter via des tonnes de texte. Et pour illustrer ça, on va clairement analyser l'un de ces chapitres Slice of Life qui est selon moi l'un des meilleurs. Ce chapitre, c'est le chapitre 86, qui est dans le tome 10, et qui s'appelle « Une petite nouvelle dans la famille ». Le chapitre est centré sur le personnage Dai, jeune fille de 6 ans aux traits anthropomorphiques, qui, après son sauvetage par la famille Yozakura et l'organisation d'espionnage mondial, se retrouve sous la garde de la famille Yozakura, et plus spécifiquement de Taiyo et de Mutsumi. Si une bonne partie du chapitre est centrée autour de la relation naissante entre ce trio, avec quelques gags sur leur pseudo-situation familiale avec Taiyo et Mutsumi qui se rappellent des souvenirs complètement inventés, c'est surtout sa conclusion qui va nous intéresser et qui va utiliser ce procédé narratif qu'on a explicité. Ai, qui comprend que définitivement s'ouvrir au Yozakura provoquera chez elle un deuil de ses précédents partenaires, décide de s'enfuir avant d'être rattrapée par Taiyo, qui lui explique son point de vue sur la situation qu'elle vit actuellement, qui lui est incroyablement familière.
Lui aussi est un étranger qui a tant perdu par le passé, qui a dû subir un deuil et qui vit dans la famille Yozakura avec cette crainte d'un nouveau deuil. Et ce chapitre, même cette conclusion de chapitre, fait le bilan des développements déjà d'Ai, qui va apprendre à petit laisser derrière elle son passé et ses anciens camarades qui sont tombés au combat pour la plupart, et de l'autre de Taiyo, avec sa psychologie sur ce qui s'est passé au début de l'œuvre qui a forcément évolué en près de 80 chapitres. Et ce type de chapitre, en tout cas type 86, eh ben, il est très courant dans l'œuvre. C'est parfois moins explicite et moins conséquent que ce qu'explique ce chapitre 86, qui se concentre sur le protagoniste principal tout de même, mais il y en a pas mal. Certains se concentrent sur un tout petit point, une relation très spécifique entre tel et tel personnage. Certains vont un peu plus loin. Bref, il y en a plein de chapitres comme ça, et c'est du vrai bonbon pour la narration. Mais Yozakura Family, c'est pas qu'un schéma narratif, c'est pas que de l'humour, c'est aussi un manga d'action. Et là où c'est intéressant, c'est que Gondaira lie aussi ses phases plus sérieuses à ses phases humoristiques. Là où on aurait pu croire que simplement les phases humoristiques servent uniquement à aider les phases d'action, on a une vraie relation symbiotique entre les deux. Elles s'aident l'une l'autre, et les phases humoristiques se lient aux phases d'action, parce que ces dernières réutilisent pas mal de facultés qui sont introduites dans des buts humoristiques. On peut par exemple penser à Shion, qui est très forte en informatique, et si les phases humoristiques utilisent ça, genre lol, c'est une geek qui reste dans sa chambre, et bah pas mal de ses pouvoirs vont être tournés autour de hack informatique. On pourrait aussi parler de Kengo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est grosso modo un excellent espion pour tout ce qui touche au camouflage. Et si les chapitres humoristiques tournent ça en le voyant se ridiculiser, en imitant sa faraterie, les chapitres plus sérieux le voient faire un espèce de pseudo-multiclonage, et c'est giga stylé. Pour prendre un exemple plus concret, je vais parler d'une faculté de Taiyo qui s'appelle le durcissement, qui est plus que majeur dans la suite du manga, on parlera vite fait de ça, mais je vous rappelle que je ne spoil pas trop. Son introduction me fait pas mal penser à une scène comique d'un match de foot avec un fan de Mutsumi qui triche un peu n'importe comment. Grosso modo, Taiyo arrête une balle, et ça me fait beaucoup penser à cette manière dont il arrête ce ballon de foot. Alors, ça peut sembler complètement con comme exemple, et plus j'en parle, plus c'est complètement con, oui, mais je sais pas, je trouve que ça démontre bien à quel point les deux phases du manga sont en symbiose. On vient donc de passer près de 10 minutes à parler juste du schéma narratif et des registres littéraires de Mission Yozakura Family. Pas mal, je vois que j'ai pas perdu ma capacité à m'étendre pour dire plus ou moins grand chose, mais bien évidemment, Mission Yozakura Family, ce n'est pas qu'un schéma narratif, sinon ce serait un peu glauque d'ailleurs. Un autre point qui saute très rapidement aux yeux, dans ce qui concerne les qualités du manga, c'est qu'Itsushi Gondaira dessine excessivement bien. C'est difficile à clairement expliquer parce que je suis tout sauf quelqu'un de qualifié pour faire de la critique d'art, mais bon, c'est aussi ça la force d'internet, de donner la parole. Donc, oui, l'art d'Itsushi Gondaira. Déjà, intéressons-nous à ses couvertures. On va même passer la majorité de ce point à parler des couvertures. Et on va plus particulièrement parler de mes 3 couvertures préférées de la série, les tomes 7, 8 et 9. Ce qui saute aux yeux quand on les observe, ces couvertures, c'est l'usage de jeux de lumière. Et plus particulièrement sur les tomes 7 et 8, l'usage d'un motif bien spécifique sur la couverture, effet qui me rappelle un peu des taches de peinture en ce qui me concerne, et ce qui permet de donner bien plus de profondeur au dessin. Globalement, ces taches sont très souvent d'une couleur qui soit est plus foncée ou plus claire que la couleur de la plate couleur originale, ou alors d'une couleur assez proche qui ne dénature pas trop le dessin. Par exemple, sur des plis de chemise, ce qu'on voit sur le tome 8, on va avoir des taches un peu bleutées pour simuler un jeu d'ombre. On va pas avoir des taches, je sais pas moi, orange ou verte, ça n'aurait aucun sens. Ainsi, s'il s'agit d'une couleur foncée, les taches seront plus claires, et inversement. Et ça, c'est que pour le tome 8, parce que le tome 7, c'est l'inverse, et même Gondaira utilise énormément les taches de couleur pour brouiller les contours du personnage, pour vraiment donner l'impression qu'il est en train de se diluer dans la couverture. Alors, on va arrêter là avec cette histoire de tâches, je crois que j'en ai perdu beaucoup, moi y compris. Mais voilà, gardez juste en tête que ça sert énormément et que c'est très intelligent comme système pour donner de la profondeur à ces dessins. Et l'autre méthode qu'il a, quand on n'utilise pas ces taches de peinture à la con, c'est ce qu'on voit sur le tome 9 avec une saturation qui est très haute. Pas non plus au point de ce qu'on peut appeler misclick sur Photoshop.png, mais plutôt à la saturation qu'on hausse très légèrement afin de rendre le tout bien plus agréable, et surtout bien plus tape à l'œil, ce qui est d'autant plus utile et intéressant puisqu'on parle d'une couverture, qui est donc ce qu'on va directement voir un potentiel acheteur en magasin, et qui peut donc être un outil commercial de premier plan, c'est même très généralement le cas. Par exemple dans les PV de manga, on affiche très souvent la couverture du dernier tome qui vient de sortir, donc si la couverture est plus belle, ça donne forcément plus envie d'acheter le manga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
mais c'est une histoire de premier contact. On a tous déjà eu ça, on a tous déjà trouvé une pub à la télé super incroyable, et de dire oh mon dieu, je commandais ça à Noël, ce jouet a l'air trop fou, et puis la pub est incroyable. On a tous souvent, même parfois, déjà acheté un jeu à la jaquette. Bon, c'est rarement très productif derrière, on a grande chance d'être déçu, mais on l'a tous fait au moins une fois. Bah là, c'est un peu pareil. Gondaira, avec ses couvertures, mise beaucoup sur cette histoire de premier contact. Cette histoire de il faut que le lecteur en ait plein la vue, rien qu'en regardant la couverture. Que ma couverture soit tellement intrigante et sorte tellement du lot qu'elle donne envie d'aller plus loin et donc d'acheter le manga. Et imaginez, vous avez cette couverture de tome 7, entourée, je sais pas, d'une dizaine d'autres couvertures un peu plus banales. Par exemple, des couvertures avec des personnages simples. On peut prendre, je sais pas moi, Fire Force, Beastars, et Kaguya-sama. Tout de suite, la couverture de Yozakura sort du lot. Elle est très intéressante et elle dégage quelque chose de plus que l'ensemble des autres couvertures. Après, attention, ça veut pas forcément dire que les couvertures des autres mangas que j'ai évoqués, hein, Beastars, Kaguya et Fire Force, sont mauvaises. C'est juste celle de Fire Force que je trouve personnellement un peu basique et c'est dommage. Après, la beauté des couves s'arrête pas à cette histoire à la con de saturation élevée et de taches de couleur à la con. Tout part aussi d'une composition qui est très intéressante parce que je le redis, Gondaira a tout compris sur cette idée de premier contact. Et c'est d'autant plus étrange que le manga au final ne marche pas tant que ça parce que les couvertures sont absolument incroyables et donnent envie de lire le manga. Ainsi, il y a beaucoup d'effets visuels qui s'accordent incroyablement bien entre eux. On pourrait prendre l'exemple du tome 3, qui allie un effet de vitesse pour les coups d'épée de Sui avec les étincelles du pistolet Yei de Taiyo. On peut aussi parler du tome 11 avec son fond blanc dont ressort Taiyo et sa floraison, avec un effet d'aura autour des fleurs qui donne encore plus de profondeur à la couverture. Alors qu'à la base, c'est juste une couverture avec un perso et un fond blanc. C'est une couverture qui est level Bleach. Et c'est super efficace. Après attention, je trouve les couvertures de Bleach aussi incroyables, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Chacune des couvertures de Mission Yozakura Family reste en tête, et c'est quelque chose d'ultra positif et que je trouve qu'on voit trop peu actuellement dans le monde du manga. Les couvertures sont soit très chargées, et donc on en retient une unité un peu globale, c'est par exemple ce que j'ai personnellement avec l'ouverture de One Piece, ou alors elles sont un peu trop simplistes avec juste un personnage, et dans ce cas c'est l'inverse, on retient très bien la couverture, mais souvent on se dit ouais bah elle est sympa, c'est une couverture, mais c'est pas transcendant non plus. Mais c'est dommage aussi parce que, ok, là ce qu'on a vu c'est très bon hein, sur cette période 2020-2022, donc à peu près du tome 3 au tome 12, mais depuis le tome 13, il y a un peu moins de folie. Par exemple le tome 14 qui est juste Kyoichiro sur un fond noir, ce qui est personnellement je trouve la pire couverture de la série. Sur les deux derniers tomes, on retrouve un peu cette idée de couverture très élaborée qui sont très tape à l'œil, avec un tome 15 qui réutilise un peu, j'ai l'impression, cet effet de jeu de lumière, et un tome 16 avec un background très élaboré qui me plaît beaucoup personnellement, mais globalement je trouve qu'on reste encore assez loin du niveau qu'on avait sur cette période mi-2020, mi-2022. En tout cas, actuellement, sur ces 16 couvertures, Mission Yozakura Family, c'est selon moi le manga qui a les meilleures couvertures actuellement. Gondaira est, dans tout ce qui touche couverture de tome, le meilleur artiste, le meilleur dessinateur, compositeur de ces couvertures. C'est mon avis personnel, j'adore les couvertures de Yozakura Family. Et le pire, c'est que le dessin de Gondaira et ses qualités, ça ne s'arrête pas à ça. Il dessine aussi très bien dans ses chapitres, et on retrouve tout ce que je disais auparavant sur les jeux de lumière. Et là où c'est fou, c'est que vu que ça se repose beaucoup sur ça, le fait que le dessin de Yozakura Family soit très intéressant, parce que bah tu peux pas utiliser de la couleur dans des chapitres de manga du Shonen Jump, bah du coup, il intègre beaucoup plus de jeux de lumière et il le justifie scénaristiquement. On parlait de Yae, le pistolet de Taiyo qui déclenche des décharges électriques, mais rien que ça, c'est une très intelligente source de lumière, parce que vu que ça fait de l'électricité, ça génère de la lumière. Et vu que beaucoup de combats se passent dans des couloirs sombres, Gondaira joue avec ça et il s'éclate avec ça aussi. On pourrait aussi parler de Shion, ce fameux personnage geek en couverture du tome 16 dont je vous ai parlé un peu avant, qui est utilisé dans les trucs comiques genre oh là là c'est une geek qui reste dans sa chambre, mais du coup lorsque les chapitres se passent avec Shion et qu'on rentre généralement dans sa chambre dans le cadre du manga, et bah vu que les lumières sont éteintes et que les écrans sont allumés, Gondaira joue encore une fois avec ces jeux de lumière. Bref, je pourrais faire une vidéo de 15 minutes minimum sur pourquoi le dessin de Gondaira c'est exceptionnel. Mais voilà, cette vidéo est déjà assez longue, et on va passer à un autre point, qui pour le coup est un peu moins positif. Ce point, c'est son écriture. Parce que Mission Yozakura Family est un manga qui, sans être écrit de manière transcendante, est certes très agréable à suivre, qui a de bonnes idées et des relations entre les personnages principaux incroyables, mais aussi qui a des tas de problèmes, que ce soit niveau lore général, et c'est dommage parce que je pense que vous le savez, et que j'aurai l'occasion d'y revenir dans le futur, mais je suis un très grand amateur de tout ce qui touche au lore, et très particulièrement pour un shonen d'action, à son système de pouvoir.
Et si Yozakura Family coche globalement ses cases, il les coche pas à 100%, il fait un peu un cahier des charges sans vraiment explorer ces trucs. Déjà, le plus gros point fort du manga, c'est ses 8 personnages principaux, les 7 frères et sœurs de la famille Yozakura et Taiyo Asano. Chacune des intrigues de manga, que ce soit les gros arcs scénaristiques ou les chapitres épisodiques, est liée à l'un ou plusieurs d'entre eux, et même quand un chapitre humoristique est à première vue dédié à un personnage secondaire, par exemple Ayaka, la soubrette de la famille, eh bien on retrouve très vite des motivations qui sont liées au Yozakura ou un Yozakura qui apparaît dans le chapitre. Et parmi ces 8 membres, les plus mis en avant sont évidemment Taiyo et Utsumi, qui sont suivis de Koichiro, qui fait généralement office de source d'opposition majeure lors des chapitres humoristiques. Mais encore une fois, ok, ils sont mis en avant, mais ça pose un très gros problème. Les Yozakura sont omniprésents dans le récit, et ils ne laissent que très peu de place aux autres personnages. Et je pourrais refaire une tirade de 5-8 minutes sur pourquoi c'est pas bien et tout, mais on va juste se concentrer sur les sondages de popularité. Yozakura en a deux, le premier sur des personnages simples, comme la plupart des sondages de popularité, et le deuxième qui demandait d'élire des duos. Lors du premier, le top 7 était intégralement composé de personnages principaux. Le seul manquant à l'appel était Nanao, 10ème derrière Sui et Ai, eux-mêmes deux personnages très bien mis en avant parce que liés à des Yozakura. Sui faisait office de rival pour Taiyo et d'ami d'enfance de Mutsumi, et un peu de pseudo-antagoniste du premier arc, et Ai, on l'a vu, avec son chapitre humoristique de tout à l'heure. Le deuxième sondage de popularité est un peu différent, vu qu'il demandait de voter pour un duo de personnages. Mais on retrouve encore une fois une dominance très claire de la famille Yozakura. Sur les 10 duos, les seuls qui comportent au moins un personnage non Yozakura sont le troisième avec Kai Izumo en duo avec Koichiro, qui est son meilleur ami, le 7ème avec Kenji en duo avec Shion, les deux entretenant une relation d'amitié et de mentor-apprenti, le 8ème avec Shura en duo avec Futaba, les deux ayant une relation assez proche que je ne spoilerai pas, et le 9ème avec Ayaka Kirisaki en duo avec Shinzo, et on l'a vu avant, Ayaka c'est la femme de ménage des Yozakura. On repère clairement une omniprésence des Yozakura. En dehors de ce groupe de 8 personnages, on ne retrouve dans les sondages de popularité que des personnages qui sont liés à eux par des liens d'amitié ou autres. Et surtout, on ne retrouve aucun antagoniste. Pour comparer avec mon manga de cœur, auquel on dédiera une amachronique très prochainement, Undead Unluck, sur son premier sondage de popularité, il voyait deux antagonistes placés dans le top 10, à savoir Rip Tristan, 7ème, et le chef de l'Under en 9ème position. Et pour rester sur les antagonistes, c'est vraiment personnellement un souci majeur que j'ai avec ce manga. Aucun n'est réellement marquant, et les seuls qui en avaient le potentiel se sont fait, grosso modo, désamorcer, si vous voyez ce que je veux dire. Le premier d'entre eux, qu'on va uniquement désigner par son prénom, Momo, a été surutilisé par Kondaira pendant plusieurs arcs de suite, ce qui fait qu'il est bien plus compliqué de l'apprécier en tant qu'antagoniste. C'est comme si Dragon Ball Super réutilisait Freezer plusieurs fois avec des transformations à la con. L'autre antagoniste qui pouvait être marquant, c'est un scientifique du nom de Kawashita, qui était intéressant et très pertinent, parce qu'il était sur le devant de la scène, mais qui a directement été relié au rôle de simple pion dès que son arc est terminé, et que les antagonistes qui tirent les ficelles de ses actes ont été révélés, ce qui désamorce toute possibilité de le rendre réellement marquant, étant donné qu'il est relégué au rang de simple pion dès qu'il est vaincu. Par exemple, si je vous demande de me citer un antagoniste de Dragon Ball, vous allez me citer Freezer, Cell, ou allez, le roi démon Piccolo. Vous allez pas me citer Guldo, C19 ou Drum. C'est un peu le problème de Kawashita en fait. Dès qu'on a introduit des menaces qui lui étaient supérieures et surtout pour lesquelles il travaillait, forcément, il n'a pas pu être réellement marquant et marquer les esprits. Il est là le problème de Kawashita, c'est que c'est un personnage avec énormément de potentiel qui pouvait ouvrir le monde, on va en reparler, mais qui a volontairement été désamorcé et éclipsé par Gondaira pour nous bassiner avec du Momo encore et encore pendant les arcs suivants. Je dis pas que Momo est fondamentalement nul, il a beaucoup d'intérêt et des facultés que je trouve très intéressantes. Mais à force de le réutiliser encore et encore, ça use jusqu'à la moelle le capital sympathie du personnage, et ça laisse un arrière-goût à la fois d'inachevé et de surutilisation. Surtout qu'encore une fois, sans spoiler, chacun des antagonistes est lié de près ou de loin à la famille Yozakura, et on en revient au problème initial et majeur du manga dans son écriture, l'omniprésence et parfois même la quasi-omnipotence de la famille Yozakura. Ce problème d'antagoniste, à la fois pas assez marquant et trop utilisé, est à contrebalancer avec des protagonistes qu'on ne sent jamais réellement en danger.
Le casting principal arrive toujours à se sortir de diverses situations, et très souvent sans la moindre conséquence et sans la moindre séquelle, tant physique que mentale, et ça atteint des degrés où, sans rentrer dans les détails, deux membres de la famille qui étaient très en danger lors du dernier arc ne m'ont à aucun moment donné l'impression qu'ils étaient vraiment en danger. On peut prendre l'exemple de Koichiro, qui est tellement parfait dans tout ce qui touche aux affrontements que j'ai plusieurs fois eu l'impression de faire face à un Garistu, ses défauts n'apparaissant que dans les chapitres de Slice of Life, soit là où la tension dramatique est la plus faible. Et vu qu'on reparle des Slice of Life, je pense que leur utilisation est peut-être ce qui fait que les arcs sérieux osent aussi peu marquer durablement les personnages. Parce que quoi qu'on en dise sur l'idée de réévoquer des développements et réutiliser le changement de casting, les chapitres Slice of Life restent durement solidifiés autour d'une idée de statu quo, qui change très peu, et donc qui permet de varier les situations. Par exemple, tu peux pas faire du Slice of Life dans One Piece et intégrer l'ellipse au milieu. C'est pas possible. C'est fondamentalement, ça ne marche pas avec la fonction de la chose. Là, je pense que c'est ça le problème de Yozakura, et qu'à un moment, le Slice of Life c'est cool, c'est très intéressant, et l'utilisation qu'en fait Gondaira est très pertinente, mais peut-être qu'il va falloir vraiment choisir entre faire volontairement du School Life, parce que c'est un peu ça aussi, avec des passages humoristiques, ou rester dans du sérieux. Et l'autre problème, c'est que l'omniprésence de la famille Yozakura se fait aussi d'un point de vue scénaristique. Alors, vous avez trouvé que j'abuse, hein, que dans un manga qui s'appelle Mission Yozakura Family, c'est normal que la famille Yozakura soit au centre du scénario, et c'est légitime comme point de vue, vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est que ça atteint des degrés où tout le manga et le monde de Yozakura Family tourne autour de Yozakura. Ce qui est très chiant, parce que quand Gondaira s'intéresse au reste du monde, bah le reste est giga cool, et j'ai envie de le découvrir, ce reste. Mission Yozakura propose un monde et une société d'espions qui est parallèle à la nôtre. Ils ont leurs réseaux sociaux, leurs magazines, leurs coutumes de mariage, leurs examens, leur bibliothèque. Bref, un joli petit monde parallèle centré autour du gag de LOL c'est des espions, du coup t'as des explosifs partout. Et c'est jamais directement présenté par le manga. Tout est intégré dans le sens oh LOL c'est une bibliothèque d'espions, oh LOL c'est un examen d'espions. Et bah c'est intégré comme ça, genre maintenant vous savez, on va l'utiliser. Tout se fait par des petits points introduits en début de chapitre, qui ne sont jamais réévoqués parce que le manga considère ça comme acquis, sauf qu'il considère comme acquis la simple évocation de ces lieux. C'est comme, pour reprendre l'exemple de One Piece avec l'ellipse, c'est comme si les îles étaient jamais présentées concrètement. C'est comme si aucune force n'était jamais présentée et développée. Si tout était balancé comme ça au pif, et qu'on disait, bon bah non vous voyez, ils existent. Ils existent, donc ils sont intéressants et développés. Ça ne marche pas comme ça. Et ok, c'est pas le centre du manga, mais ça fait vachement chier d'avoir un univers avec autant de potentiel et autant d'idées. On parle quand même d'une société parallèle avec des espions qui vont sur Twitter et qui tweetent leurs cibles qui vont tuer. C'est con, mais ça marche comme concept. Et ce concept, il n'est jamais réutilisé. Et c'est dommage, parce que quand le manga prend le temps de vraiment se poser et de s'intéresser à un domaine précis de cette société d'espionnage, par exemple les bibliothèques ou les examens d'espions, bah on voit que Gondaira, il sait écrire des points de l'or, il sait développer des choses. Et moi, ça me frustre d'autant plus de voir tant de points giga intéressants balayés. Et vu que l'histoire se centre de plus en plus sur la famille Yozakura, je sais pertinemment qu'on ne va jamais les réévoquer. Et c'est d'autant plus frustrant, parce qu'au final, Yozakura, aujourd'hui, c'est un univers qui n'est pas très bien défini. On ne sait pas jusqu'où l'univers va, on ne sait pas, grosso modo, où ça s'arrête. Et ça crée un espèce de gros flou sur... Dès qu'on essaie de sortir de la famille Yozakura pour se rappeler d'un truc lorsqu'on ne lit pas le manga, on n'y arrive pas, on y arrive très très peu, et c'est problématique, parce que ça prouve à quel point le manga est dépendant de ses protagonistes. Le casting de Yozakura est bon, oui, mais uniquement dans ce cadre de personnages principaux, de protagonistes principaux. Parce que même dans les antagonistes, il n'y en a aucun qui sort réellement du lot, soit parce que Gondaira les a complètement gâchés, Kawashita, Momo, soit parce que le reste, ils sont complètement anecdotiques. Et c'est dommage de voir autant de gâchis quand, à côté de ça, tu as des relations entre les protagonistes principaux qui sont excellentes, incroyablement développées, et une romance principale entre Taiyo et Mutsumi qui est juste exceptionnelle, qui est très bien écrite et qui est ni trop forcée sur l'ensemble de la chose, genre Mutsumi qui rougit parce que tu as du fanservice, tout ça. Il n'y a aucun fanservice d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais il n'y a aucun fanservice dans le manga. Il y a quelques blagues à la con, genre un enfant, un espion adolescent qui voit une paire de seins, mais à part ça, il n'y a absolument aucun gros fanservice. Et de l'autre, une relation Taiyo Mutsumi qui n'est pas non plus trop mise en avant et suggérée. Non, elle évolue quand elle a besoin d'être d'évoluer, souvent dans des chapitres de Slice of Life, mais en dehors de ça, elle est très
juste. On dirait vraiment un couple marié. J'arrive à imaginer un couple marié qui se comporterait comme Tadeu Mutsumi, qui interagit comme ils le font au quotidien, sans le truc d'espion de style mettre de la mort au gras dans du ragoût. Mais ça marche, et c'est super intéressant, c'est touchant. C'est touchant. La relation Tadeu Mutsumi est touchante. Au final, que penser de Mission Yozakura Family? Est-ce qu'il s'agit d'un bon manga? Oui. Est-ce qu'il a énormément de potentiel et a déjà prouvé énormément de choses, tant d'un point de vue graphique que de l'écriture? Oui. Mais est-ce qu'en parallèle, il est aussi imparfait et a de gros soucis de développement et d'omniprésence de ses protagonistes? Oui, également. Le manga va fêter ses 4 ans en milieu d'année. On est environ en mi-février au moment où je sors cette vidéo, et le manga fêtera ses 4 ans fin août. Je pense qu'à ce moment-là, c'est trop tard pour envisager clairement un gros changement de Yozakura Family. Le manga approche les 20 tomes, pour comparer, Reborn a fait sa transition humour sérieux autour de son tome 8, et déjà à l'époque on trouvait ça longuet. Alors faire ça au bout de 20 tomes, ce serait complètement inconcevable. Pour moi, on va rester sur ce rythme de Slice of Life action jusqu'à la fin de l'œuvre, je ne sais pas complètement quand elle va s'arrêter. Je crois que Gondaira n'a jamais clairement explicité jusqu'où il voulait aller, mais qu'au vu des récents événements et de l'omniprésence Yozakura qui n'a pas pouvoir être étendue à l'infini, je doute que ça dure encore 4-5 ans. Pour moi, on est plus proche de la fin que du début, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour moi, l'œuvre va garder ses défauts jusqu'à la fin, parce que clairement, c'est plus possible de revenir en arrière pour corriger les points de développement, et de toute façon, s'il le fait, ce serait très bizarre de faire ça maintenant, après 4 ans, quand même, de chapitres, de mangas, de développement. Mais donc voilà, de toute façon, aucun manga n'est parfait, aucune œuvre n'est parfaite, hein, même nos œuvres favorites ne le sont pas. Et je tenais simplement à parler de Yozakura, de ce manga que j'aime vraiment pas mal du tout, c'est une très bonne œuvre. Personnellement, je vous le conseille, mais je ne vais pas vous dire allez l'acheter, allez pas l'acheter, hein, je ne suis pas là pour ça, hein, c'est vous qui voyez selon ce que j'ai évoqué et tout. Si vous voulez tester, il y a les 3 premiers chapitres de disponibles sur Manga+, c'est toujours l'occasion de voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi feuilleter les derniers chapitres qui sont très Slice of Life, allez pas non plus trop feuilleter, hein, il y a aussi des plots scénaristiques qui peuvent arriver à tout moment. Mais voilà. Pas d'inquiétude si vous êtes abonné pour du contenu Oricon, ça va revenir très très vite. Et en attendant, moi je vous laisse avec Amano en facecam, qui va un peu vous parler de ce qui s'est passé ces derniers temps sur cette chaîne, et de ce qui va arriver à l'avenir. Merci pour votre visionnage si vous voulez partir maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, pour montrer que la nécromancie ça existe, que ma chaîne YouTube en est la preuve. Et je passe le relais de Amano voix off à Amano facecam.